Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je suis vraiment ravi de pouvoir ouvrir ce nouveau cycle sur un maire, un projet, un territoire en lien avec le Conseil national de l'Ordre des architectes, cher Christophe. La Cité, vous le savez, c'est un musée, le plus grand musée d'architecture du monde, 23 000 m² sur la place du Trocadéro. C'est aussi, bien sûr, des archives magnifiques, une bibliothèque d'architecture contemporaine. Je salue son directeur, Philippe. C'est aussi une école, l'école de Chaillot, qui forme les architectes du patrimoine. Et c'est un lieu de réflexion, de débat, de prospective autour des enjeux de l'architecture. Cher Francis, merci pour tout ce que tu fais au département de la création architecturale. Et dans ce cadre-là, lorsque j'ai été nommé à la Cité, le président de la République et la ministre m'ont demandé d'accentuer le lien avec les territoires. La Cité est à Paris, mais ce n'est pas un établissement public parisien, c'est un établissement public national qui donc doit s'adresser à toutes et à tous, et nous sommes en train de mettre en place progressivement un déploiement territorial de la Cité. Nous allons consacrer une personne qui va s'occuper des territoires à la Cité, au département de Francis, et nous allons œuvrer pour mettre en place un certain nombre d'actions de soutien, par exemple, à ce que font les conseils régionaux de l'ordre des architectes, à des conférences décentralisées, et puis à accueillir ici les élus et les associations qui représentent les territoires. C'est très important pour nous de dire que finalement, ce sont les territoires qui sont les laboratoires de solutions innovants pour l'architecture. Et donc ce soir, nous allons assister à un échange entre le démiurge et l'édile, pour reprendre la formulation de Paul Chemetov dans un courrier que certains connaissent peut-être, un courrier d'ailleurs assez célèbre et assez acerbe. Mais c'est un petit clin d'œil pour dire qu'en effet, il n'y a pas d'architecture en France sans les maires. Voilà. Et je pense que c'est important aussi qu'à la Cité, à Paris, nous réaffirmons ce point. C'est d'abord et avant tout par la commande publique, et notamment la commande publique locale, que se dessine l'architecture de demain. Et donc vraiment, cher Anne Demian, cher Mathieu Klein, je suis ravi que vous puissiez inaugurer, commencer ce cycle sur le lien entre les maires et les architectes. Merci à toutes et à tous, et bienvenue à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et je cède la parole à Christophe pour quelques instants. Merci. Pour ne pas être très long, merci, cher Julien, de nous permettre de sortir ce programme Un maire, un architecte au-delà de nos murs, qui sont ceux du Conseil national. Ce programme, il nous est extrêmement cher, puisque aujourd'hui, ce couple Un maire, un architecte, alors le démiurge et l'édile, moi je dirais plutôt l'idylle, l'idylle avec la naïveté en moins, puisque cette idylle elle est en danger, et on sait à quel point ce couple est capable d'adapter nos territoires au changement climatique avec la confiance que vous vous portez mutuellement. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir en plus deux personnalités, dont un maire qui a eu un maire architecte par le passé, 1944, et une architecte qui porte haut les couleurs de l'architecture par le biais de l'Académie. Et encore, merci Anne, à chaque fois que tu le fais. Donc on est très fiers de vous recevoir. Je le disais tout à l'heure, le couple un maire, un architecte, il est fragile. Aujourd'hui, un certain nombre d'intermédiaires se positionnent entre l'architecte et le maire et viennent parfois perturber ce dialogue qui est plus que nécessaire et qui vient perturber la confiance que chacun apporte envers l'autre. On le voit notamment chaque année au Salon des maires, à quel point les maires viennent nous voir régulièrement pour nous dire à quel point ils ont besoin d'avoir ce rapport avec l'architecte. C'est ce programme qu'on essaye de mettre en place, cette volonté d'avoir aussi un rapport assez contractuel et d'apporter de l'architecture bien avant la maîtrise d'œuvre. On sait que la maîtrise d'œuvre, quand elle arrive, quand le programme est sur la table des maires, les enjeux urbains, paysagers, il y a même politiques sont déjà posés.
En apportant ce programme et cette aide aux maires en amont des projets structurels, c'est aussi permettre aux maires d'avoir une lecture de leur territoire qu'ils n'ont pas toujours en interne et qui leur permet d'éclairer les projets structurants qui vont modifier leur ville. L'adaptation des territoires au changement climatique, elle est là, c'est pas pour demain, c'est aujourd'hui. Elle est là pour quelques années encore, et les maires seront à la manœuvre, donc on continuera encore à vous soutenir, et les architectes seront encore à vos côtés pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Merci beaucoup. Bien, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue, monsieur le maire et monsieur le président de la métropole de Nancy. J'insiste sur ce deuxième titre parce que on sait à quel point les frontières justement de l'architecture sont larges. La question du territoire et l'Europan, la ville de Nancy et votre confrère justement s'est engagé dans l'Europan, précisément Vendeuvre-les-Nancy, donc c'est Jarville, la Malgrange et autres. Là, il y a quelque chose de très très intéressant qu'il se passe, et c'est de ça qu'on voudrions parler ce soir. C'est comment, à travers un projet est porté évidemment par un maire, mais il est porté aussi, j'allais dire, culturellement, très fortement. Alors, il se trouve que ce projet, le Grand Nancy Thermal, en fait, il avait été initié par votre prédécesseur, André Rossino, et vous avez pris la suite, mais vous avez tenu à le faire, ce projet. On connaît souvent des histoires, et les architectes pourraient en parler, tous ceux qui sont dans la salle et les autres aussi, tous les projets qu'ils perdent parce que la tête politique change, et puis ainsi va la vie. Voilà. Donc comment, déjà, dans cet esprit de continuité, vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez tenu à faire ce projet en plein cœur de Nancy? Eh bien, d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Cher Julien, monsieur le président, et puis évidemment, merci à vous. Merci, chère Anne, de partager cet instant avec nous, avec moi. Moi, je suis très heureux d'être là parce qu'effectivement, c'est un sujet passionnant que de faire dialoguer au-delà des projets qu'ils conduisent ensemble, un élu et une architecte. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, et puis on aura l'occasion de plus avec Anne tout à l'heure peut-être de tirer le fil au-delà de Nancy Thermal sur la suite, parce que finalement, il y a des suites, y compris pour Anne Démiance et pour les projets actuels de la métropole du Grand Nancy. Alors cette histoire, elle est née de l'intuition d'André Rossino, donc qui était, alors c'est mon anté-prédécesseur à la ville, je fais la précision, elle peut être utile, et mon prédécesseur à la métropole. Prédécesseur à la métropole parce que il a été maire de Nancy pendant très longtemps, hein. Il a été maire de Nancy de 1983 jusqu'à 2014. Et il a été ensuite président de la métropole. Enfin, il a été sur une partie de ce temps président du Grand Nancy, qu'il a été jusqu'en 2020, jusqu'à ce qu'il décide d'arrêter ses fonctions publiques. Et il avait porté très tôt l'idée que Nancy devait renouer avec son histoire thermale. Les thermes de Nancy, c'est une histoire interrompue. C'est d'abord une création originelle qui a été inaugurée à l'occasion de l'exposition universelle de l'Est de la France. Il faut se remettre dans le contexte historique. L'annexion de l'Alsace, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à la Prusse au terme du traité de Francfort en 1871. Le redécoupage de la Lorraine et des départements de la Meurthe, l'ancienne Meurthe et l'ancienne Moselle, qui se trouvent l'une et l'autre redécoupées, et la création de la Meurthe-et-Moselle, Nancy devenant capitale aux Marches de l'Est, la dernière ville française aux Marches de l'Est. Et Nancy accueille, à la fin du 19e, au début du 20e, des milliers d'optants, ceux des Mosellans alsaciens qui voulaient rester français, qui ne voulaient pas devenir prusses. Et Nancy, d'ailleurs, se métamorphose, et ce quartier de Nancy, le quartier Blandan, le quartier de Nancy Thermal aujourd'hui, est un quartier, c'est aussi le quartier, le berceau de l'art nouveau à Nancy, et c'est un quartier qui est né de cette urbanisation très rapide, exponentielle de Nancy à cette époque, parce qu'il a fallu accueillir notamment celles et ceux qui ont fondé l'école de Nancy, qui ont choisi, alors industriels, mais aussi graphistes, voilà, les arts décoratifs, les intellectuels, les universitaires, tous ceux qui ont cherché refuge à Nancy comme ailleurs en France. Et donc, dans ce bouillonnement-là, toute une série d'histoires sont nées
parmi lesquels Nancy Thermal. Et Nancy Thermal, ensuite, a été fracassée, entre guillemets. L'aventure de Nancy Thermal a été fracassée sur le seuil de la Première Guerre mondiale. Louis Lanternier, qui était d'ailleurs élu municipal de Nancy, a disparu dans ce fracas, n'a pas achevé son projet. Le projet a d'ailleurs été réexhumé ensuite au milieu du XXe siècle, mais sans être non plus mené à son terme. Et du coup, la piscine Nancy Thermal a vécu de façon inachevée, comme une piscine municipale, jusqu'à ce qu'André Rossineau décide, dans les années 2000, et d'ailleurs, à l'époque, à l'incrédulité générale, au départ, de rechercher ces racines thermales, de reprendre des études de la qualité de l'eau, pour déjà mesurer si finalement l'eau thermale de Nancy était toujours présente et pouvait donc toujours donner lieu à la création d'une cure engendrant des soins. Et de fil en aiguille, je vais très vite, parce que le fil et l'aiguille ne se sont pas toujours emmanchés aussi facilement, mais enfin, de fil en aiguille, nous sommes arrivés à ce concours qui a été remporté notamment par Anne Démiance et qui a permis donc de parachever cette œuvre inachevée. Donc c'est très intéressant aussi parce que c'est finalement renouer avec le fil de l'histoire, mais sans tomber dans la volonté de pasticher ou de faire, on va dire, d'avoir une approche, pardonnez-moi l'expression, un peu folklorique, voilà, pour le dire, du sujet, mais une réinterprétation contemporaine parfaitement réussie. Et moi, c'est cette conviction-là, voilà, pour terminer mon propos et reprendre le fil de votre question, c'est cette conviction-là qui m'a emporté dans l'idée qu'il fallait aller au bout. C'était une belle intuition, renouer avec son histoire, avec ses racines, la réinterpréter à l'échelle contemporaine, parachever une œuvre tout en travaillant aussi sur l'ensemble d'un quartier, et nous y viendrons, les délaissés, veiller à ce qu'il n'y en ait pas, le lien avec le parc Sainte-Marie, qui est un des plus grands parcs de Nancy, qui est mitoyen des thermes de Nancy Thermal, l'hôpital militaire Cédio, qui abrite le siège de l'hôtel du département, qui est juste voisin, un lycée, un collège, un des plus grands lycées-collèges de la ville, la cité scolaire Chopin, qui est également immédiatement mitoyenne, l'ancienne école d'art, on y reviendra avec Anne Démiance tout à l'heure, qui, elle, est à quelques mètres de Nancy Thermal, au-delà du parc Sainte-Marie. Donc vous êtes sur un ensemble, et vous êtes aussi à quelques mètres d'Artem. Je le cite parce que c'est un autre projet architectural, d'ailleurs. Bien sûr, qu'on a suivi ici même. On avait présenté le concours, voilà, avec Nicolas Michelin, avec toutes ces écoles d'art qui venaient là, voilà, développer un nouveau pôle. École d'art, école de commerce, lycéenne et école des mines, qui se regroupent dans un campus art, technologie, management, qui fait aujourd'hui, font se parler finalement ces sciences et ces étudiants au parcours divers et aux trajectoires diverses, mais qui font travailler l'interdisciplinarité. Donc tout ceci devait finalement faire écho à une certaine vision de la ville, et c'est ainsi que ce dossier finalement a été repris. Alors il a connu moult vicissitudes, notamment sur le plan judiciaire, puisqu'il s'est terminé par une annulation du contrat d'exploitation, une médiation judiciaire. C'est là que moi j'entre en piste à ce moment-là, vous voyez, au moment où la justice décide que tout ceci n'était pas tout à fait fait comme il l'aurait fallu. Donc bref, nous avons repris le sujet, nous l'avons sorti de cette ornière, et nous avons finalement amené à bon port, avec 2-3 petits soucis d'exploitation au début, mais rien de bien méchant, et aujourd'hui tout roule, et les cures viennent de reprendre. Là d'ailleurs, hier ou avant-hier, Bernard, c'est ça, hier, voilà, donc tout va bien dans le meilleur des mondes, et l'eau thermale coule pour le bien-être des curistes. Parfait. Alors, Nancy a une histoire, tout le monde le sait ici, mais je le rappelle quand même, une histoire avec l'architecture depuis très longtemps, une magnifique histoire. Évidemment, la place Stanislas, mais dans la période moderne, évidemment, la figure de Jean Prouvé, très, 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 très importante. Un de mes prédécesseurs à l'hôtel de ville. Voilà. Non, je ne le disais pas par hasard, mais c'est très bien de souligner aussi son engagement. Et puis, évidemment, on a vu les jardins d'eau d'Alexandre Chemetov, l'école d'architecture de Vakini,
fini, magnifique, tout ça. Et puis, là, on a l'impression qu'on est dans une phase où la question de la transformation s'impose, déjà à Nancy comme ailleurs, mais on sent qu'à Nancy, le tri postal de Marc Barani, très très intéressant, comment justement, là aussi, comment transformer une activité industrielle en un bâtiment très ouvert, le Palais des Congrès, puis justement le centre thermal. Alors ce centre thermal, il faut quand même le rappeler, c'est un concours pas comme les autres, c'est une délégation de services publics. Déjà, ça donne un cadre particulier. Est-ce que, justement, quand tu réponds à ce concours, comment se passe ce groupement, puisqu'il y a groupement comment vous faites équipe? Alors, moi, je voudrais aussi raisonner sur la question de la continuité politique, là, juste, et après, je reparle du concours. Parce que je pense qu'il y a quand même à l'origine de tout projet, il y a une belle énergie en termes de vision. Quand Lanternier fait ce bâtiment magnifique néoclassique, derrière, il était porté, il y avait l'exposition universelle de l'Est, où il y avait plus de 2 millions de visiteurs. Nancy était à l'apogée, en fait, de sa capacité créative au niveau de l'industrie, des sciences, des arts décoratifs, vous l'avez très bien dit, monsieur le maire. Et donc, il faut bien faire une corrélation entre, à un moment donné, un bâtiment, une ambition, et fait que ce bâtiment, il était porté, en fait, par cette situation. Et là, de même, par cette continuité politique, où il y avait cette conscience que les termes à Nancy, c'était une façon d'aller au-delà des frontières, par exemple, notamment sur la question du thermalisme, au-delà des frontières allemandes, qui pourtant les Allemands, ils sont quand même très bien fournis avec Baden-Baden, ou au-delà des frontières suisses, avec les valses les termes de valse. Donc là, derrière, enfin, je veux dire, là, il y avait tout de suite le niveau a été mis par rapport à cette ambition de cette question que Nancy devait, briller en fait par sa capacité à voir grand. Et donc, je pense que de voir grand, ça permet de résoudre en fait des complexités qui sont avérées très rapidement, très nombreuses autour de ce projet. Et ce projet, s'il n'y avait pas eu cette vision politique forte et cette continuité politique, jamais le projet n'aurait pu se faire. Donc je trouve que là, déjà, il y a une leçon extrêmement forte dans ce que ça veut dire, en fait, faire une architecture. C'est quand même être simplement, nous, on est des transmetteurs d'une énergie qui est celle d'une société à un moment donné. Et là, au moment où ça a été fait, donc le concours en 2018, effectivement, c'est une délégation de service public, avec l'idée que le Nancy Thermal devait être un lieu de soins médicaux, parce qu'en fait aussi André Rossino, ancien médecin, a toujours été porté par cette question du lien entre santé, sport, loisirs, art et architecture, mais c'était réellement par ce biais qu'il y a eu un projet, je dirais, humaniste qui a pu se faire, qui a pu être lancé dans un contexte où effectivement le rapport au patrimoine est toujours compliqué. C'est-à-dire que le bâtiment de Lanternier était tellement réussi que de pouvoir se considérer qu'on puisse faire un autre bâtiment à côté qui ne soit pas juste du pastiche néoclassique, c'était pas concevable. Et c'est là où je pense que vous avez dû intervenir avec quand même détermination, parce que je pense que vous étiez vous-même convaincu par la portée de ce projet, et puis le fait que j'avais proposé peut-être un projet qui faisait 1 + 1 = 1. Voilà, donc le concours, il s'est fait dans les cadres de concours habituels, mais c'est des périodes assez longues, puisqu'il y a eu la mise en place d'un programme, la mise en place d'une étiole, au sens... les deniers publics, c'était quelque chose de très important, il y avait une contrainte budgétaire extrêmement importante. Et comment on arrive à faire coïncider intérêt public, économie et de la grande architecture. Voilà, c'était un peu le sujet de ce concours et c'était assez intéressant. Vous aviez écrit un peu le programme vous-même en tant que maire. Vous aviez, j'imagine, parce que vos services l'avaient fait, mais est-ce que vous avez rajouté un paragraphe, quelque chose qui montrait un engagement
particulier sur l'architecture? Alors, pour le coup, ça s'est passé avant mon arrivée. Moi, je suis arrivé, le programme était déjà écrit, le concours était déjà remporté. Je n'ai pas participé à la création. Donc, il faut rendre à César et à André ce qui lui appartient. Moi, je suis arrivé à un moment où, parce que le projet était dans une ornière juridique, la question pour, en plus, le maire d'alternance que j'étais, j'allais dire, on me le servait presque sur un plateau. La capacité à dire, on tourne la page, parce que finalement, il y avait, entre guillemets, les circonstances étaient réunies pour dire, puisque ça ne fonctionne pas, passons à autre chose. C'est à ce moment-là que moi, j'ai souhaité, et vis-à-vis des assemblées, à la ville de Nancy comme à la métropole du Grand Nancy, porter l'ambition de trouver les voies et les moyens de sortir le projet de l'ornière et de reprendre donc à la fois les travaux et surtout ce qui allait ensuite suivre, c'est-à-dire la mise en service de l'équipement. Donc de ce point de vue-là, c'est important de montrer que c'est dans ces instants de bascule d'un projet qu'il faut faire preuve de détermination politique. Voilà. Parce que, vous savez, des projets comme ceux-là, ils peuvent effectivement subir des vicissitudes politiques, mais aussi économiques, juridiques, administratives. Il n'y a pas que l'alternance politique qui peut être un frein. Et du reste, je le disais tout à l'heure, d'autres projets de mes prédécesseurs, je ne les ai pas poursuivis. Je n'ai pas non plus choisi par, j'allais dire, de façon systématique. Il y a des projets qui, pour moi, ne correspondaient pas à ce que j'avais envie de faire et ce que j'ai envie de faire de ma ville aujourd'hui. Et donc, j'y ai mis un terme, parfois aussi en prenant le temps de la médiation judiciaire. Donc, c'est aussi une question d'appréciation, pas simplement une question de posture ou de principe, ni de rupture, ni de continuité. C'est une question d'appréciation de chaque situation, et en l'occurrence, et en l'espèce. Et puis, c'est aussi je le dis en toute simplicité, c'est aussi être rassuré par la qualité de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Anne n'a pas découvert Nancy à l'occasion de Nancy Thermal. Elle avait déjà construit un bâtiment. Elle avait déjà construit un bâtiment qui avait fait sur le quai, qui a fait beaucoup parler de lui à l'époque, avec sa peau en inox. Exactement. Voilà. Et qui partait justement entouré de la difficulté que certains ont voulu ériger comme un obstacle à ce que cette acception contemporaine de la figure de proue d'un axe structurant de la ville ne puisse jamais finalement s'insérer. Et aujourd'hui, vous ne trouverez plus un Nancéen qui n'en a pas fait un élément du décor familier de sa ville. Et donc j'avais aussi déjà pu apprécier cette approche, cette sensibilité, cette adéquation avec l'environnement dans lequel vous vous posez. C'est compliqué quand vous appréhendez un territoire, vous ne le connaissez pas forcément par cœur et pour cause. Donc il faut pouvoir en peu de temps finalement en appréhender les nuances et les sensibilités pour pouvoir y inscrire à la fois une signature architecturale, mais aussi une signature qui s'inscrit dans ce qui crée de l'affection entre le territoire et un architecte. Et ce qui crée une affection durable. Vous avez parlé, et Nancy est une ville qui a effectivement une histoire de ce point de vue-là, et j'en prouvais en étant évidemment une des représentations les plus éminentes de ce lien. L'école de Nancy, déjà, et il s'inscrit un peu dans cette perspective-là, de ce lien permanent entre la culture, la nature, le patrimoine, les libertés publiques et les solidarités. Vous avez trouvé finalement ce qui fait l'interface entre toutes ces valeurs et les incarner. Ce n'est pas un exercice facile. Et donc, je trouve qu'ici, nous y sommes bien parvenus. À propos d'exercices pas faciles, il y a toujours celui de défendre un projet qui est la suite d'un bâtiment ou d'un élément patrimonial fort. Donc, j'imagine que dans le cadre que vous avez très bien décrit autour de l'Art Nouveau, il n'y avait pas que des gens qui étaient d'accord avec une écriture forcément contemporaine. J'imagine que tout ça, vous avez dû aussi l'argumenter. On imagine les réunions publiques où vous avez porté l'architecture. Comment ça s'est passé ? Vous savez, par définition, dans une ville patrimoniale, j'allais dire
ultra patrimonial comme Nancy, il y a effectivement toute une série de personnalités, parfois très ancrées dans la vie de la ville, qui considèrent que rien ne doit changer, rien ne doit bouger, que tout est figé pour l'éternité. Nous le rencontrons sur d'autres sujets. Nous avons aujourd'hui un projet sur le Palais ducal, le Palais des Ducs de Lorraine, le musée lorrain, qui est un projet qui lui aussi connaît ses vicissitudes sur le plan juridique et administratif depuis de nombreuses années. Sur Nancy Thermal, nous avons eu ce mouvement, effectivement, de rejet a priori ou de réaction à cette acception contemporaine et cette transformation contemporaine. Mais je dois reconnaître, enfin il faut reconnaître, qu'il s'est quand même assez vite éteint. Par rapport à d'autres projets sur lesquels il a la dent dure et la vie dure sur plusieurs décennies, à Nancy Thermal, il y avait une attente très forte d'abord des habitants que Nancy Thermal soit rénové. Parce que c'est un lieu très emblématique, c'est la piscine des Nancéens, mais qui prenait l'eau de toutes parts. Pour une piscine, c'est quand même particulier, mais c'est quand même la réalité. Et donc c'est aussi un équipement qui devait, notamment sa piscine extérieure, qui devait être fermée, parce qu'il était totalement obsolète et il ne permettait plus, alors que c'était le lieu de loisirs populaire des Grands Nancéens, des habitants du Grand Nancy depuis des décennies. Et donc il y avait quand même cette conviction que le lieu ne pouvait pas rester en l'état. Et dès lors que les études scientifiques qui ont été conduites pour montrer que l'eau thermale et les vertus de l'eau thermale nancéenne pouvaient donc donner lieu à un établissement de cure, très vite, finalement, la pression est retombée et l'acceptation de la perspective qu'Anne Démiance a donnée à Nancy Thermal est devenue assez rapidement, je trouve, dans le débat public. Peut-être qu'elle l'a vécu différemment, mais moi j'ai trouvé que par rapport, encore une fois, au musée Lorrain ou à et même par rapport au centre des congrès Prouvé, par exemple, l'œuvre de Marc Barani, l'ancien centre de tri postal qui est contigu de la gare de Nancy, qui avait suscité aussi des mouvements assez forts de résistance. J'ai trouvé qu'à Nancy Thermal, on avait plus vite trouvé le chemin de la concorde. Mais... Alors Anne, ce 1 plus 1, justement, est-ce que c'est pas là la combinaison gagnante ? 1 plus 1 égale 1. Oui. Et ben, en plus, par rapport effectivement aux atermoiements sur la question du style, je dois dire que personnellement, j'ai pas du tout songé... Enfin, bien sûr qu'il y avait 3 possibilités. Faire du muettisme, ça m'a pas paru en fait un respect même pour Lanternier que de dire 100 ans plus tard on n'est pas capable de faire mieux que ce qu'il a fait ou au moins équivalent. Donc ça c'était de détruire complètement, c'était pas envisageable. Donc forcément il me restait l'alternative d'assumer une écriture contemporaine assumée. Mais je disais les grands projets sont portés et là il faut avouer qu'il y a eu une force du message politique relayée par les instances patrimoniales. Ça, il faut le souligner, notamment avec une jeune ABF, Eleonore Holzer, qui n'a pas soutenu le projet pour me faire plaisir. Non, mais elle fait. Non, voilà. Non, mais j'ai senti que physiquement, je me suis dit, waouh, ça passe ou ça casse. Eh ben, là, en l'occurrence, elle a été convaincue par le projet, au sens où elle considérait que. Bon, je vais le présenter rapidement tout à l'heure, mais le fait de faire un bâtiment qui est strictement le négatif du bâtiment de l'an dernier est beaucoup plus respectueux en fait, parce que je mets en valeur en fait les caractéristiques de cette architecture néoclassique absolument magnifique qui rentre en résonance avec les très beaux palais qui ont été dessinés au XVIIIe sur la place Stanislas. Donc il y avait une résonance, il y avait cette conscience d'être dans un moment très fort de Nancy, et donc là il fallait pas être sous un mode mineur par rapport à cette architecture. Et Eleonore Holzer a très bien vu que je voulais installer non pas une architecture type Amélie Poulain avec une nostalgie d'une architecture passée, mais une architecture avec une esthétique contemporaine qui assumait d'autres pratiques et qui, en fait, ça, bon, c'est une obsession personnelle, qui intègre la question de la durée, à la fois comme... j'aime beaucoup l'architecture de Lanternier, mais pour autant, j'aime projeter en fait ce bâtiment vers l'avenir et sa capacité à durer. Donc sa capacité à s'adapter, parce que là il y a un programme, mais moi je pense que dans 10 ans, 20 ans, on va faire évoluer ce programme.
Donc cette question d'agilité, je l'ai encore questionnée dans cette réponse contemporaine de dire aujourd'hui on n'a pas le même rapport au corps, on n'a pas le même rapport au filtre, le même rapport à la protection solaire. Donc ça peut être le début d'une écriture qui crée aussi de belles profondeurs en résonance, en consonance ou dissonance avec Louis Lanternier. Alors c'est intéressant, monsieur le maire, je sais pas, elle a une histoire avec l'eau, Anne. En fait, quand je l'ai connue, elle construisait pour Henri Gaudin la magnifique université d'Amiens au bord de l'eau. Et puis après, on l'a vue à Strasbourg et elle a construit, elle a gagné un concours international pour construire des tours, justement, qui sont une référence en termes de flexibilité et autres, de mutabilité, comme on dit aujourd'hui, là aussi, au bord de l'eau. Et là, ça recommence. Donc là, il y a un thème, comme on dit. Hein. C'est carrément dans l'eau. Alors, l'eau. L'eau, en fait, c'est vraiment c'est cette dimension métaphysique qu'il faut mettre en valeur, notamment par des matières, à la fois des matières patrimoniales, des matières contemporaines, et faire en sorte que le contact de l'eau permettre... Pour moi, en fait, vous le verrez, en fait, c'est cette idée d'espace qui était complètement introverti. Les colonnades, en fait, c'était lieux de commerce, on vendait de l'eau. Mais les lieux, en fait, des bains étaient des espaces introvertis. Donc le fait d'ouvrir, il y a un choix à la fois esthétique et spirituel. C'est-à-dire comment on recrée du lien entre une architecture et une nature. C'est pas rien. C'est-à-dire comment on met les curistes en situation de se retrouver dans une façon de se retrouver dans le mieux de ce qu'ils peuvent être, dans cette façon d'être dans une situation de sérénité, de calme et d'introspection liée à l'eau. L'eau, Bachelard en parle très bien, hein, sur tous ces modes, en fait, la rêverie, le bouillonnement, la passion, en fait, avec Alexandre qui est ici, on a fait un très beau livre qui essaye de révéler cette dimension sensible, justement, de cette matière, par le biais, en fait, de cette narration qui peut être liée à une vision très, très rapprochée, en fait, de l'eau, ou de cette façon de considérer le bâtiment dans sa capacité à créer du lien entre la nature au sens large, parce que, comme vous le disiez, on côtoie un parc qui a été fait au XVIIe siècle par les jésuites, absolument extraordinaire, et on est là dans une situation où on a donc 70 000 m² du parc, plus 30 000 m² des thermes. On est dans la situation de Caracalla, des thermes de Caracalla. C'est-à-dire qu'on retrouve la dimension sociale des thermes, où les gens peuvent venir, quelles que soient les conditions sociales, parce que là, je pense qu'une des caractéristiques puissantes qui est portée par Valvital, c'est l'interdisciplinarité autour de l'eau. Valvital, il faut expliquer, c'est le numéro 2 du thermalisme en France. Voilà. Bon, il aurait bien aimé que je dise numéro 1, mais bon, oui. Voilà. Voilà, en devenir. Donc, en fait, ce qui est très beau, c'est qu'il y aura donc des personnes âgées parce qu'il y a des parties médicales, des personnes dans la vie active parce qu'ils ont envie de se reposer, des jeunes parce que c'est familial, parce qu'il y a une piscine municipale, il y a des sportifs parce qu'il y a Artem qui est pas loin et donc il y a des bassins olympiques pour se reposer. Donc il y a toutes les générations qui vont se retrouver sur ce site. Donc c'est quand même une thématique sociale. C'est vrai que c'était sur un plateau. Absolument, c'était sur un plateau. Et ça fait partie des évolutions que nous avons apportées à ce projet. Par exemple, de rendre les tarifs d'accès de Nancy Thermal au même rang que les tarifs d'accès des autres piscines métropolitaines ou municipales du territoire, pour les habitants du territoire. Parce que c'est très important de souligner que cohabitent des curistes, cohabitent des clients spa bien-être et cohabitent, surtout parce que c'est les plus nombreux et qui sont revenus en masse dès le jour 1, des milliers de familles qui viennent là barboter avec leurs enfants, ou des sportifs qui viennent nager, qui viennent profiter des espaces aqualudiques qui ont été construits en extérieur et en intérieur. Et la piscine de Nancy Thermal, c'est tout cela à la fois. Et d'avoir choisi de faire en sorte que pour les habitants du Grand Nancy, le tarif soit le même que lorsqu'ils vont dans une autre piscine municipale, c'était aussi se donner la garantie que ce soit un véritable lieu
populaire. Et la question de la place de l'eau dans la ville, dans les villes, c'est pas propre à la ville de Nancy en l'espèce, est un enjeu déterminant aujourd'hui à l'heure de la lutte contre le dérèglement climatique et de la recherche de solutions adaptées. Et cette articulation, c'est vrai, entre le parc, le magnifique parc Sainte-Marie, la piscine Nancy Thermale, ses ouvertures, et du coup ce va-et-vient aujourd'hui dans le quartier, autour et dans le parc, autour et dans la piscine, avec un projet, pour l'instant, la piscine est encore la voisine du palais de justice de Nancy, de la cité judiciaire, mais qui va déménager dans un autre quartier de la ville d'ici disons une petite dizaine d'années maintenant, pour respecter les calendriers budgétaires actuels du ministère de la Justice, et qui va donc aussi, nous allons donc engager également une réflexion sur le devenir de cette parcelle assez importante occupée par l'actuel palais de justice, cité judiciaire de Nancy, qui est contiguë de Nancy Thermale, du parc Sainte-Marie. Donc cette mutabilité n'est pas terminée, et ce quartier, qui est aussi, je le disais, avec Artem, un ancien quartier militaire, c'est encore un quartier de caserne, hein. La Lorraine est une terre militaire, Nancy est une ville qui a abrité beaucoup d'unités des différents corps d'armée. Aujourd'hui, encore 2 casernes actives sur la rue Blandan, qui est la rue le siège de Nancy Thermale, et qui va donc encore s'attendre dans les années qui viennent à des transformations, à des mutations. Et c'est cet esprit-là, cet esprit nancéen, pour moi, il est très important parce qu'il est fidèle à son histoire, la capacité à absorber les chocs et les crises avec l'annexion, une cité qui s'est aussi métamorphosée, comme la Lorraine, avec les vagues migratoires successives de l'industrialisation de la Lorraine fin 19e et tout au long du 20e siècle, une ville qui a accueilli... qui accueille aujourd'hui une des principales universités françaises, l'Université de Lorraine, la ville qui a la plus grande densité étudiante en France, 200 étudiants inscrits pour 1000 habitants, métropole de 270 000 habitants, parmi lesquels 55 000 étudiants. Donc le ratio est très élevé, ce qui donne aussi à la ville une démographie très singulière dans le Grand Est. Nancy est une ville jeune, dans un Grand Est comme la France, qui vieillit à grande vitesse. Donc c'est aussi la cohabitation finalement de ces générations, et c'est particulièrement important. Et dans un lieu comme Nancy Thermale, cela se voit de façon très puissante. Alors, l'une des forces du projet Nancy Thermale, c'est aussi sur le plan urbain justement de regagner de l'espace public. C'est vrai, quand on arrive de la gare, on traverse ce parc, c'est magnifique, et puis on débouche sur cette architecture de Lanternier, mais qui n'était pas nancéen, ne savait pas que c'était construit là juste en face. Et là, ça paraît comme une évidence que ce soit parti, mais ça, c'est une reconquête tout à fait intéressante. Ça, c'était une demande de la ville de profiter pour faire place nette, si je puis dire. Oui, parce que c'était un espace, on va dire, composite. La piscine de Lanternier était plantée là, sans qu'il y ait autour d'elle une grande cohérence. Vous aviez une espèce de grand parking et un peu une zone entre le lycée et la piscine qui n'était pas très définie. Vous aviez une sorte de mur... Un non-lieu, dirait Marc Auger. Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'était à la fois un mur de séparation avec la piscine extérieure, qui prenait un espace très important, qui a maintenant été transféré de l'autre côté. Donc, après, c'est pas très parlant pour ceux qui ne connaissent pas, mais enfin, de l'autre côté du site. Mais Anne va vous montrer tout à l'heure de quoi il retourne. Le parc Sainte-Marie lui-même était assez, j'allais dire, fermé comme un enclos. Il s'est rouvert, la perspective s'est dégagée évidemment jusqu'à l'hôtel du département, l'ancien bâtiment, l'ancien hôpital militaire CEDIO, hôpital militaire qui a vu défiler jusqu'aux conscrits de la guerre d'Algérie des générations et des générations de Lorrains, d'hommes lorrains, de jeunes hommes lorrains qui sont passés par là. Donc en plus qui a marqué, c'est un endroit qui a vraiment marqué culturellement l'histoire de la ville. Et ces perspectives se sont rouvertes.
la recherche de l'interconnexion entre finalement la piscine et le parc Sainte-Marie est tout à fait spectaculaire, notamment sur les bassins extérieurs qui sont sur l'arrière de la piscine. C'est tout à fait, c'est d'ailleurs une photo qui est très souvent diffusée pour illustrer Nancy Thermal, mais c'est un résultat tout à fait spectaculaire et très inattendu pour qui, même pour les connaisseurs de Nancy Thermal, de l'histoire de Nancy Thermal, je sais qu'il y a un effet de surprise de la capacité à restituer ça aujourd'hui, qui était tout à fait remarquable. Donc oui, là il y avait aussi une vraie intention politique de créer finalement cette continuité. Vous êtes en face du musée de l'école de Nancy. J'ai parlé de l'hôpital militaire CDIO, actuel hôtel du département, qui est voisin immédiat du musée de l'école de Nancy, qui lui aussi va connaître une évolution importante dans les années qui viennent. Et puis à quelques mètres de là, la Villa Majorelle, autre élément absolument emblématique de l'histoire de Nancy et de l'Art Nouveau, qui se situe à quelques dizaines de mètres en contrebas. Donc oui, vous avez là un ensemble qui fait sens. Mais qui n'était pas demandé dans le cadre du concours. Non, c'est vrai. Et en fait, c'est vrai que je me suis évertuée à dégager cette plage paysagère qui était normalement dévolue à un hôtel, une résidence pour les curistes. Et là, c'est un peu des prises de risque en termes de choix de concours. Il m'a semblé que pour pouvoir rentrer, faire une péréquation entre un équilibre paysager, architectural et économique, cette compacité était indissociable de cette façon de refaire ces grandes plages paysagères au profit de bâtiments, des termes, beaucoup plus compacts. Parce que là, sur cette grande plage, il était prévu... moi, il m'a semblé que pour les générations futures, et d'ailleurs, c'est le projet peut-être qu'on va faire ensemble, c'est-à-dire un grand parc qui va se prolonger par rapport au parc Sainte-Marie. Et moi, je connais quelques paysagistes absolument remarquables, et on pourrait en parler. Parce que c'est vrai que pour entrer dans cette économie globale, là, je vois qu'il y a un représentant illustre de Bouygues Construction, il y avait quand même eu des choix. En fait, on a préféré miser en fait, sur une économie qui s'attelait à terminer le bâtiment pour longtemps. Et donc, on va dire, pas laissé beaucoup d'investissement sur les espaces extérieurs. Donc ça reste quelque chose qui est à faire et qui contribuera à créer ces filtres utiles entre, justement, quand il y a ces familles qui viennent dans la partie de la partie sport et loisirs, eh ben ça permettra, si c'est un peu plus boisé, de créer un filtre entre les gens qui viennent en fait profiter de la terrasse plein sud pour se reposer, etc. Donc c'est vraiment le dispositif est fait pour effectivement créer ce lien entre le parc Sainte-Marie et la ville, et également créer cette possibilité d'être dans une unité de lieu et de pratique, tout en laissant chacun la possibilité de s'ébattre dans de bonnes conditions. Donc le projet, il est achevé, mais pas encore tout à fait achevé par rapport à la dimension naturelle du projet. Mais en tout cas, tout est là pour que ça puisse se terminer. Alors l'équipe, tu montes évidemment comme tous les autres équipes d'architectes, tu montes ta propre équipe, et là-dedans il fallait absolument un architecte, j'allais dire, du patrimoine, un architecte des monuments historiques. Et Pierre-Antoine Gattier, dont on connaît l'engagement pour la cause moderne, là a beaucoup fait, d'après ce que je sais, sur le sauvetage des éléments de prouvé à réintégrer dans le bâtiment. Ça, c'était pas forcément joué d'avance. Non, c'était pas joué d'avance. Et puis même de convaincre Pierre-Antoine qu'on ne pouvait pas les garder en façade, c'était aussi pas joué d'avance. Donc il y a en fait avec Pierre-Antoine Gattier, qui est un ACMH absolument remarquable, et justement cette période, c'est sa spécialité, cette architecture en fait qui était quand même assez particulière, parce que c'est une architecture en béton-pierre, une période très courte où on n'avait plus assez d'argent pour faire complètement en pierre. Hein, Gilles, ils n'avaient pas assez d'argent, donc ils ont fait une architecture béton-pierre. Aujourd'hui, on a de l'argent, toi tu le montres. Hein. Et donc, c'était une architecture avec une structure en béton, mais avec un parement extérieur qui est un mélange entre le béton et de la poudre de pierre. Donc, un bâtiment extrêmement complexe à restaurer. Et là, vraiment, l'expertise de Pierre-Antoine a été vraiment très importante. Et toutes les semaines, il y avait... C'est pour ça que je dis que les services patrimoniaux ont été très utiles, notamment la DRAC venait chaque semaine ou tous les 15 jours, je me souviens plus très bien de la fréquence, José pourra me le dire. En fait, il y avait quand même une attention, prendre les bonnes décisions,
pas trop en faire, être attentif. Enfin, vraiment, je dirais que la question de la complexité du projet a amené à chacun un sentiment de responsabilité. Et là, c'est vrai que sur la question patrimoniale, Pierre-Antoine a été aussi un élément qui a contribué à rassurer, je pense, la population nancéenne, parce qu'il a une façon, comme on le connaît, très très attentif au patrimoine, à expliquer d'où on part, où on va, etc. Et cette attention, j'allais dire pas quotidienne, mais très précise, a contribué à l'acceptabilité de notre impertinence, puisque en fait ce projet c'est une succession de pertinence et d'impertinence. Et il a accompagné cela remarquablement, et tu fais bien de le signer, mais je l'aurais dit, hein, comme dans le déroulé. Non, je n'en doute pas, mais je voulais souligner son apport, notamment dans sa relation approuvée. Je trouvais ça intéressant d'avoir finement repris des éléments, puisqu'aujourd'hui on parle de réutilisation. Monsieur le maire, je vous apprends rien. Aujourd'hui, on est dans ce réutilisation, recyclage, tout est jusqu'à ressourcer, qui est le thème de l'Europan cette année. Donc, vous voyez, vous vous sentez à l'aise sur ces sujets de réutilisation, justement ? D'autant plus, au-delà des convictions personnelles qui sont les miennes en la matière et du réalisme, par ailleurs, nous sommes dans la métropole du Grand Nancy, c'est la plus petite métropole française. C'est-à-dire qu'elle n'est composée que de 20 communes urbaines. Un petite lichette périurbaine, mais à peine. Il n'y a pas d'interland rural ou industriel comme c'est le cas dans la quasi-totalité des métropoles ou des communautés urbaines françaises. Donc notre densité, elle est aujourd'hui éprouvée, même sans parler du ZAN et de toutes les vicissitudes qu'il pourrait connaître dans les semaines et les mois qui viennent. J'allais dire, nous n'avons même pas besoin de ZAN pour ne plus artificialiser, parce qu'il n'y a plus guère d'espace à artificialiser. Donc, le Grand Nancy, la ville de Nancy en particulier, elle a une sorte d'impératif de et de ce point de vue-là, ça colle aussi pleinement avec les enjeux de l'époque. Bien sûr qu'il y a toujours ces générations, André Rossineau en fait partie, mais c'est pas le seul en France, des maires bâtisseurs qui laissent des signatures emblématiques. Et c'est aussi comme ça que les villes se sont construites. Dans ma génération, je pense que il s'agit plutôt d'être des maires qui transforment, qui réutilisent. Et d'ailleurs, les signatures architecturales en la matière doivent aussi être convoquées. Parce que, voilà, on vient d'en parler de façon tout à fait emblématique, mais c'est un vrai beau défi. Utiliser des bâtiments qui existent. Alors, dans les années qui viennent, Nancy ne va pas manquer d'occasions. Hein. L'ancienne usine Alstom, la dernière grande usine industrielle de cœur de ville, va devenir le nouveau palais de justice. Les grands moulins de Paris viennent de cesser leur activité industrielle il y a seulement 1 an, et c'est aujourd'hui, et nous venons de demander d'ailleurs leur classement, vont connaître aussi une transformation très importante. Nous avons un hôpital central, une maternité qui vont déménager sur le plateau de Brabois pour être regroupés avec l'ensemble des sites hospitaliers qui vont devoir être transformés eux aussi. Donc dans la décennie des années 2020 et sans doute encore celle des années 2030, nous allons avoir un nombre très significatif d'espaces, de bâtiments, de lieux qui vont devoir être transformés. Et ça, c'est un challenge absolument passionnant. En tout cas, pour moi, en tant que maire, c'est vraiment un challenge absolument passionnant. Donc, je n'ai pas de nostalgie ou de fantasme de ne pas pouvoir disposer d'hectares qui n'attendraient que de voir s'ériger de nouveaux bâtiments. Je pense qu'au contraire, c'est des sujets plus complexes, mais c'est des sujets qui permettent vraiment de tirer le fil de l'histoire, réécrire, écrire, réinterpréter, transformer, mais garder la cohérence. Et ça, c'est à la fois complexe et passionnant. Et donc oui, c'est un sujet, c'est un sujet qui a de beaux jours devant lui. Oui, jusqu'à un bâtiment art déco qui va accueillir un orchestre, vous me disiez tout à l'heure. Oui, le ballet, on évoquait peut-être le prochain dans la chronologie. C'est un bâtiment art déco de Jean Bourgon, donc qui a été construit dans les années 30, qui a été très longtemps qui a été construit pour être la faculté de pharmacie
de Nancy, qui a déjà déménagé justement sur le plateau de Brabois. C'est un magnifique bâtiment art déco des années 30 qui va donc devenir le nouveau siège et lieu du Ballet national de Lorraine, puisque Nancy a la chance d'avoir un ballet national dont la nouvelle directrice artistique s'appelle Maude Le Pladec, c'est un nom qui doit vous dire quelque chose, qui est donc à la tête du ballet depuis le 1er janvier dernier, et qui va donc être celle qui va maintenant assurer justement la mutation progressive du ballet, avec une nouvelle... un nouvel espace de démonstration, de répétition, un lieu de répétition, un lieu de création culturelle. Et donc, c'est aussi le premier signal de la métamorphose de ce quartier hospitalier, ce qu'on appelle le quartier des hôpitaux de Nancy, faculté de pharmacie, maternité, hôpital central, faculté d'odontologie, un hôpital gériatrique, gérontologique. Tous ces équipements-là vont quitter la ville dans les 10 à 15 ans qui viennent. Et notre job va être donc, comme nous le faisons avec la faculté de pharmacie, première étape, lieu culturel, de leur trouver de nouvelles destinations et d'écrire une nouvelle histoire sur un morceau de ville qui est quand même tout à fait considérable. Alors Anne, l'ancien chemin qui permettait à Stanislas d'aller du château de Lunéville jusqu'à la place qui portait le nom de son gendre Louis XV à l'époque et qui est devenue la place qui porte son nom aujourd'hui. Donc ce chemin va connaître une nouvelle un chemin architectural tout à fait intéressant. Alors Anne, justement, quand on travaille sur l'inachevé, là on est, comme les Italiens, no finito. Là c'est du cadavre exquis. Quasiment, on prend quelque chose et puis on fait une suite, et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être que quelqu'un d'autre derrière prend, puisqu'aujourd'hui on est aussi dans ce mouvement où un bâtiment n'est jamais figé, au contraire il doit se montrer flexible, mutable, on l'a dit, et tous les architectes travaillent sur ces questions-là, quels que soient les programmes. Là justement, comment ça s'est passé là, sur l'idée de... alors on étudie avec Pierre-Antoine et autres, et puis après comment on fait le plus un? Alors Pierre-Antoine, il est arrivé après le concours, hein, mais d'accord, bon. Cool. Voilà. J'ai senti que pour le défendre le projet d'un point de vue patrimonial, vu les pistes que j'avais entamées, c'était bien qu'il vienne avec moi. Mais on fait comme ça quelques projets, puisque Hôtel Dieu, il est avec moi aussi. Sur l'école supérieure de physique-chimie, je fais dans le 5e. Heureusement qu'il est avec moi. Donc vraiment, la question patrimoniale aujourd'hui est un sujet éminemment sensible, scientifique, humain, donc qu'il faut prendre avec beaucoup de délicatesse, et ce qu'il fait magnifiquement. Comment justement rentrer en dialogue avec Lanternier? Moi je l'ai fait par le biais de cette énergie que je trouve absolument magique de la transversalité des arts, des sciences, qui a fait que ce bâtiment, je trouve que c'était quand même assez ambitieux d'imaginer, parce qu'il faut quand même voir que Nancy, ça n'a jamais été quand même non plus très grand. C'est un bâtiment très ambitieux par rapport à Nancy, et que certes, Stanislas fasse cette place avec l'architecte Héré pour Louis XV, on peut le comprendre. Je veux dire, c'est vraiment... là, c'était quand même moi, je trouvais qu'il devait y avoir certainement une sacrée énergie à cette époque-là pour que le bâtiment puisse naître avec cette ambition. Donc, le fait de s'atteler à cette question du mimétisme ou de la question de l'addition par rapport à une architecture qui existe déjà pose la question de cette cohérence où on fait, en fait, je parlais de pertinence et impertinence, où on se permet d'être dans le fil, en fait. Moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, j'essaie de retrouver le fil d'une histoire qui a été perdue. Et où est-ce qu'on arrive à retrouver, en fait, le lien? Donc, moi, je l'ai trouvé par certains éléments de pertinence. Il m'a semblé la cohérence volumétrique. Notre pertinence, c'est-à-dire par rapport à la porte centrale, j'ai créé une symétrie. L'impertinence, c'est-à-dire que je fais une rupture de syntaxe entre le projet de Lanternier et mon projet. Je considérais que la question de la compacité, c'était quelque chose qu'il fallait, une version contemporaine en fait de
qui est le strict négatif en fait de cette architecture de Lanternier, qui était quand même, il y avait des colonnades avec des hauteurs absolument magnifiques. Le dôme permet d'avoir des volumes extraordinaires. Et ce qui est très bien, c'est qu'à la limite, ça a permis de me dédouaner, me donner la possibilité d'avoir aussi ces grands volumes. Donc là, j'ai profité de l'aubaine, de dire, bah, lui, il l'a fait, pourquoi on ne le ferait pas, hein. Mais comme vous le verrez, avec des astuces en fait constructives. Donc ce projet, c'est une succession d'astuces constructives pour rester dans une étiole, on va dire, contemporaine par rapport à une ambition qui était quand même extraordinaire. Donc la question de la cohérence globale, elle est plus liée dans à la fois la synthèse d'éléments, j'allais dire, techniques, comme le programme, l'économie, plus physique, comme la question de la chaleur, etc. Et puis une dimension artistique, qui est une dimension un peu subjective, où on se commet à se dire que la question de ne pas être forcément dans le droit fil de ce qui a été dessiné, on est peut-être plus proche. Les contraires, à mon sens, sont souvent plus proches que des choses qui essayent d'être à peu près équivalentes. Monsieur le maire, est-ce que, justement, je sais que vous allez bientôt partir, vous avez d'autres obligations, est-ce que ce projet vous a surpris à un moment, précisément techniquement, culturellement, architecturalement? Est-ce qu'il y a eu des moments, parce que là, vous avez entendu impertinence, donc c'est quelque chose qui vous a interpellé? Quand j'ai vu le dôme arriver, le dôme de bois, d'ailleurs je n'étais pas le seul, il y avait des centaines de Nancéens qui sont venus assister à la pose spectaculaire du dôme. Bois des Vosges. Bois des Vosges, exactement, parce que nous sommes aussi sensibles à cette économie locale de proximité. Et justement, j'aurais pu dire, tout à l'heure quand vous parliez du Reux, j'ai failli citer, et je peux le faire maintenant, récemment nous accueillons une grande manifestation sur l'architecture de la frugalité heureuse. C'est aussi un mouvement aujourd'hui que beaucoup d'architectes nancéens, j'ai aperçu Lorenzo Diez apparaître dans la salle tout à l'heure. Lorenzo. Voilà, qui pourra vous en parler bien plus savamment que moi, je ne le ferai. Mais c'est un mouvement aujourd'hui dans une région où finalement, c'est rarement votre premier spot quand vous faites votre liste de vacances, la Lorraine. C'est rarement la région que vous mettez en premier dans vos envies de déplacement, et je le conçois. Donc c'est une région dans laquelle nous avons l'habitude que tout ne nous tombe pas tout cuit dans le bec. Donc c'est une région vraiment de travailleurs, qui aiment aussi justement surprendre et partir d'une matière que nous savons ne pas être toujours la plus attractive a priori, pour essayer de la métamorphoser, de la transformer. Et ce mouvement de la frugalité heureuse, il s'inscrit dans cette belle dynamique-là. Et oui, quand j'ai vu ce dôme en bois des Vosges arriver sur sa grue, se poser, c'est là que j'ai pris conscience de l'audace qu'il a fallu pour imaginer que ce dialogue entre Lanternier et Anne d'Emiance produise finalement cette alchimie-là. Et c'est vrai que c'était un moment à la fois spectaculaire, mais surtout c'était un moment finalement de belle prise de conscience, y compris pour les Nancéens qui étaient là, de ce que signifie la place de l'architecture. Quand je parlais tout à l'heure de créer de l'affection, c'est exactement à ce moment-là qu'elle naît. Super. Merci à vous. Merci, monsieur le maire. On va continuer avec Anne d'Emiance. Oui. Merci. Oui, alors Anne, maintenant on va rentrer dans le projet, parce que tout ça est mystérieux pour beaucoup de gens. Ils ont qu'une image, mais on a commencé à dévoiler, on a donné des clés. Ça serait pas mal que tu remettes le projet sur la table avec des images que tout le monde va voir à l'écran. Donc, pour reprendre l'histoire là où on l'a un peu décrite, voilà, en 2018, quand j'arrive, c'est ça que je trouve, c'est-à-dire le projet de Lanternier inachevé. On le voit, et puis même qui avait subi, donc qui avait été inachevé, le maire l'a dit, en raison de la Première Guerre mondiale. Et pendant plus d'un siècle, en fait, le projet a été abandonné, a subi quelques vicissitudes, puisque dans les années 70, il y a la piscine municipale qui s'est mise pile devant l'entrée. Donc, quand même pas très pratique pour, du coup,
se servir des thermes, et puis les plages de parking là comme ça qui ont fait ressembler ces thermes plus à un centre commercial que vraiment à des thermes. Donc quand j'arrive et je gagne le concours, j'ai proposé 3 interventions majeures. Donc c'est d'enlever toutes les scories sur le terrain et dégager de grandes plages paysagères entre les bâtiments existants. Donc ça c'est la première partie pour relier le parc Sainte-Marie qui est à gauche à la ville qui est à droite, et pour vraiment préserver ces plages paysagères, j'installe les éléments du programme qui permettra la renaissance des thermes de Nancy dans le prolongement, par des bâtiments compacts, dans le prolongement des bâtiments existants. Et donc on voit en haut la piscine municipale qui se trouve additionnée avec le bassin olympique, et en dessous les nouveaux thermes qui viennent prolonger les anciens thermes. Donc forcément, je prenais le risque de juxtaposer écriture patrimoniale et écriture contemporaine. Donc voilà, vous l'aurez compris, j'ai pas voulu faire du néo-classique. Et donc aux colonnes blanches verticales de Louis Lanternier, je propose une architecture horizontale et noire, qui est le strict négatif de l'architecture de Lanternier. Donc 2 architectures différentes, mais en fait, en réalité, pas si différentes que ça, parce que je considère qu'aux profondeurs des colonnades de Louis Lanternier, je propose d'autres profondeurs, des profondeurs en fait contemporaines qui seraient initiées par cette réflexion sur l'intimisation, sur le rapport à la protection solaire et la possibilité d'installer dans la durée les usages du bâtiment. Voilà. Donc, quand on a dégagé ces scories, avec Pierre-Antoine, que j'ai vraiment appelé à ce moment-là à mes côtés, à la fois pour bien faire le diagnostic de ce qui était intéressant de conserver et comment on allait sauver ce bâtiment qui était quand même très abîmé, y compris le dôme, qui a été vraiment fait. On a un gros travail de restructuration. Donc, comme je disais, c'est un bâtiment béton-pierre qu'on a restauré. Et donc là, il y a eu un chantier qui était plusieurs chantiers différents, un chantier de sauvegarde, un projet d'extension, de restructuration. Il faut bien voir que tout le réseau hydraulique était à refaire. Il y avait une complexité à imaginer sur mettre en scène en fait tous les éléments programmatiques à la bonne place et dans une situation assez compacte. Donc une succession, mais là je passerai pas par toutes les interventions qu'on a fait, mais tu en parlais. On a sauvé, enfin Pierre-Antoine a identifié que c'était des menuiseries de Jean Prouvé qu'il avait mis en place sur la galerie Nord dans les années 30 pour justement protéger un peu des intempéries du climat qui est quand même assez importante. Et on les a mis à l'intérieur une fois qu'on les a eu restaurés pour les garder pour longtemps. Après, j'ai systématiquement fait des voiles courbes en béton apparent pour accompagner la géométrie à la fois de l'ancien dôme et du nouveau dôme. Et c'était aussi une façon de faire un petit élément de consonance avec l'architecture pas de Pierre-Antoine, mais de Louis Lanternier, qui était en béton-pierre, donc qui est une sorte de matière compatible. Et puis aussi parce que j'avais travaillé avec une entreprise qui savait, ma foi, assez bien manier le béton, et je me suis dit bon, allez, on va un peu les challenger. Puis ils ont fait des bétons absolument magnifiques. Et donc autre petite des prouesses techniques, c'était de se dire, plutôt que de faire un dôme en béton, j'ai proposé de faire 2 dômes pour le prix d'un. Donc un dôme en bois, parce que ça me paraissait de la bonne matière pour faire face à l'eau en fait, thermale, qui est quand même assez agressive. Et donc le bois, notamment de l'épicéa, c'est le bois des Vosges, a été assemblé pour faire un dôme qui me permettait de faire face à la portée de 20 mètres et les hauteurs de 20 mètres, qui a été gruté et qui a permis aussi, dans l'économie, de me permettre de faire un lustre, comme je vais vous montrer, intérieur. Donc, en fait, c'est des histoires de dôme, en fait, cette histoire. Donc, à gauche, on a un ancien dôme, qui est celui de Lanternier, qui est dédié aux soins et au bien-être. Au milieu, un dôme qui permettra de distribuer les différents niveaux. Et à droite, le dôme qui est dédié
au terme de Nancy. Alors, une double coque, en fait, ce bassin central est entouré de 70 cabines de soins respiratoires et de rhumatologie. Donc c'est un vrai hôpital qui est dessiné là, et qui entoure un bassin qui est lui-même... Ce sont des cabines qu'on ne voit quasiment pas. Non. Il y a un effet magique là. Ce nombre 70, on ne peut pas imaginer que c'est ça. En fait, tout le projet, moi, il m'a semblé qu'on ne devait pas subir en fait, les scories d'une modernité utile. En fait, c'est l'idée de soigner des malades, mais que ça reste des espaces en fait, imprégnés de sérénité, de beauté. Et en fait, le fait de retravailler en fait, cette figure classique du dôme était très intéressante, puisque donc, la grande structure extérieure en bois avec des grandes ouvertures, donc 2 dômes pour le prix d'un, j'ai pu avoir l'économie de mettre un lustre intérieur, donc cette double coque qui me permet de diffracter la lumière et donner une lumière, donner une certaine sacralité à ce lieu. Alors, on l'a un peu dit, les termes à l'origine étaient complètement introvertis. Travailler sur du patrimoine, c'est aussi travailler sur l'évolution de l'usage de l'espace. C'est-à-dire que à l'époque, il y avait un dôme qui était prévu pour les hommes et un autre pour les femmes. Bon, maintenant, c'est mixte. Donc, je me suis dit, bon, allez, tant qu'à faire, j'ouvre largement sur l'extérieur. On a donc restauré le dôme, toutes les céramiques, etc. Et voilà, donc des grandes ouvertures sur l'extérieur. C'était une façon de mettre en scène la nature dans ces lieux de soins et de repos, et de contribuer à faire que... donc c'était vraiment ce que je disais, c'était un travail un peu sur une dimension un peu sensuelle et spirituelle du rapport à l'eau, au sens où c'est un lieu où en fait on est à la fois soigné par les vertus thérapeutiques de l'eau, mais aussi soigné par le fait d'être dans un espace qui est calme face à un bois bicentenaire. Et donc voilà, cette juxtaposition me paraissait de bonne aloi. 3e dôme au centre. Il a été retravaillé dans sa spatialité puisque j'ai creusé le sol afin de différencier en fait l'usage en fait en rez-de-chaussée haut. On peut traverser le site avec des chaussures de ville. Par contre, quand on descend l'escalier, on est les pieds mouillés, on va vers les bassins. Et ça participe aussi de cette séquence où on n'affiche pas en fait le côté fonctionnel, parfois un peu désagréable des piscines municipales. L'idée, c'est de continuer à préserver en fait cette voilà, c'est les bassins olympiques qui existaient, qui a été fait du temps de l'an dernier et qu'on a simplement restauré, qu'on a prolongé par des espaces toujours très ouverts sur les extérieurs. Donc toujours un travail intérieur-extérieur. Et avec cette volonté, à travers donc, ces brises-soleil, qui est une réflexion contemporaine sur la question de l'intimisation des espaces, la question de la protection solaire, et puis cette façon de rassembler en fait, la disparité des éléments programmatiques du site dans une écriture commune, et qui va faire que on répond aux colonnades blanches de Louis Lanternier par quelque chose qui est lui-même assez rythmé, calme, dans une autre disposition, mais qui ne cherche pas à transiger inutilement avec une vision passéiste du patrimoine, et qui propose une autre coloration des usages adaptés à des usages contemporains. Donc voilà, donc c'est une problématique de la juxtaposition, et réellement cette quête de se trouver ce fil commun d'une histoire en fait, dont l'usage a été perdu des termes, et pour lui redonner une nouvelle histoire pour aujourd'hui, et puis j'espère pour longtemps. Voilà. Alors pour faire justement ces essais de greffe, c'est une greffe contemporaine, on peut le dire, et pas petite. Il y a un proto, il y a des choses qui vous avez expérimenté au contact de la pierre, ce qui irait mieux, moins bien, ce qui serait plus évident, plus juste, plus impertinent. Excellente question, Francis. Ouais. Parce que c'est vrai que la question du proto a été à un moment donné ma salissue, parce que j'ai eu des critiques au moment du concours. Comment faire noir alors que c'est blanc? Pourquoi faire pas couleur pierre, couleur gris, etc. Alors j'ai dit, bon, écoutez,
moi, j'ai certaines certitudes, mais je voudrais que vous soyez embarqués avec moi. On va faire des protos. Et donc, ça a été, à un moment donné, une façon de faire baisser la pression, même avec les élus, même si Mathieu Klein était convaincu, il porte avec lui d'autres élus, hein, comme il l'a expliqué. Et même l'ABF et Léonore Holzer doutaient un petit peu quand même. Donc, on a fait trois poteaux, proto, un couleur claire. C'était pas celui qui me plaisait le plus, mais je dis pourvu que ça ne me plaise pas. Un couleur gris. Alors le gris, j'avoue que maintenant je peux le dire, j'ai fait exprès de prendre un gris qui était très moche. Et le noir, il était magnifique, hein, vraiment. Donc là, tout de suite, ça a apparu, il y a eu une certaine évidence. Et le proto a permis de passer le cap en fait de la réalisation et de se dire effectivement, parce qu'on avait mis aussi une simulation de la couleur béton-pierre en fait de Louis Lanternier à côté des protos, et on avait fait des protos échelle 1 et ça l'entreprise a vraiment joué le jeu parce qu'il y a eu un travail énorme en fait sur la couleur en fait aussi de ces volets qui ondulent et là il faut avouer que c'est un travail où la complexité du sujet a amené chacun à dépasser un peu sa seule expertise pour que chacun puisse croiser le fer. Et là, en l'occurrence, la question du proto, elle a permis de débloquer un peu quelque chose qui était un peu bloqué. Alors aujourd'hui, tous les architectes, notamment les plus jeunes, se posent la question de la ressource. Et vraiment, même la critique, ils vont très loin jusqu'à l'idée de ne plus construire, uniquement transformer. Donc oui, mais on voit bien que cette question de la ressource liée à l'eau, là, est une question, j'allais dire, fondamentale. Est-ce que dans le processus du projet, cette question de l'écologie et autres a été vraiment intégrée, ça a été un des critères sur lesquels vous avez toujours travaillé avec dans le cadre du groupement? J'imagine que l'entreprise, le groupe de thermalisme aussi, ça devait les intéresser, cette question de l'économie de la ressource. L'économie de la ressource, effectivement. D'autant plus que, en l'occurrence, c'est un projet extrêmement vertueux d'un point de vue énergétique, puisque la source thermale qui jaillit du sol, des profondeurs, pardon, c'est une eau qui arrive à 35 degrés. Donc, elle pourvoit quasiment, là Bernard me dira si je me trompe, au chauffage du bâtiment. C'est relié au chauffage urbain en complément, si besoin, en fait, si l'ensemble de la récupération de chaleur des eaux n'était pas suffisante. Mais elle permet, en tout cas, d'une part, de ne pas utiliser l'eau en fait potable de la ville, mais elle permet surtout, en termes de thermique, d'avoir une énergie gratuite. Donc, ce qui est quand même de nos jours extrêmement important. Et je pense que dans la question de l'équilibre économique du fonctionnement des thermes, c'est quelque chose d'essentiel. Après, il y a eu, alors si on revient tout petit peu en arrière, vous voyez, c'est une sorte de terrazzo qui était lui-même fait de détritus du chantier, du temps de Lanternier. Donc il y avait déjà aussi cette question d'économie de moyens. Et là, j'avoue que bon, ça a demandé un travail assez spécifique de restauration parce qu'il était très abîmé. Et là, c'est l'entreprise qui est embarquée par l'ambition du projet et la beauté du projet m'a proposé, alors que moi je m'étais résolue à dire bon bah tant pis, on va faire un très beau carrelage, etc., qui a proposé d'elle-même de restaurer le sol. Donc on est vraiment dans l'utilisation au maximum du déjà là. On a parlé des menuiseries de Prouvé qui nous servent de séparatifs. Le dôme, qui est un bois donc des Vosges, n'est pas un bois récupéré, mais par contre se trouvait dans une proximité de sources qui était assez intéressante. Je pense qu'il y a eu différents, alors je ne les ai pas tous en tête, les éléments de récupération. Donc je ne sais pas si José Lyoté, qui est présent, va en rajouter. Mais enfin, en tout cas, cette question du rapport à l'environnement, vous voyez, il est aussi dans la question de la mise au point des volets qui ondulent, simplement parce que, quelle que soit l'orientation, les bassins sont protégés d'un excès d'apport de chaleur en toute saison.
Et ça, c'est quand même un élément qui va permettre de réguler, juste par simplement la question de la ventilation sur l'eau, le fait de ne pas avoir besoin de climatisation. Donc il y a un dispositif passif qui existe, qui fait le tour du bâtiment, qui me permet, comme je le disais, d'avoir une sorte de façon de mettre ensemble en fait, tous les éléments du programme, mais qui permet de créer cette profondeur et cette inertie nécessaire à faire que le bâtiment, à terme, ne demande pas de rafraîchissement.